pendant que nous attendons, les qui retardataires, on a 2 minutes, on a sur 8 minutes, on a prêté 15 minutes. Et est-ce que vous monde qui est capable de vous aperçu dans cette palisse de, par exemple, dernier phénomène culturel qui était gagné dans le pays et qui était pour avec culture populaire là? Oui. Bon, le fait que l'initiative a fait un certain petit pour un chef, je me suis dit que les voir, c'est avec des. Bon, même la garde chez moi, ça me semblait avec un meuble. C'est ça, la réunion meuble. Un meuble. Oui, moi, ça me semble sur pouvoir. Oui, moi, ça me semble sur pouvoir, comme déjà moi, le pays. Ok. Mais parce que j'aime certains des Kitanago. Il y a un moment là, c'est pas mis pas clair, ça dit. Ok. Ça va m'envoyer. Étonné que vous parlez, moi, c'est son meuble que je me suis sculpté. Et en toute simplicité, des chambres. Pourquoi sculpter? Sculpter vraiment? Pas trop sculpter. Moi, on morceau de bois. Oui, on morceau de bois, même acajou. Avec pied, etc. Donc, nous connaissons, et après ça, nous sommes dans la nature, la télévision, il faut faire intervention dessus, on est sauté avec des bois, et tout ça, on a monsieur arrivé à des lois en mer. Donc, comme il y a un problème là, c'est toujours, je ne comprends pas qui ça. Ma pas Nago, dans l'histoire de Rennes, donc les monsieur choisissent comme ça, quitte à Nago, mais quitte on part, Italie, il quitte on part dans Kita, il quitte on part dans Nagoua, c'est pour montrer que, contrairement à l'idée qui est entièrement répandue, que le tas de l'époque que le pays a une sorte d'immobilier et social et culturel, que nous parlons ensemble à essayer de réaliser un bagage, et ça veut réaliser comprendre. Ça qui est positif. Oui, ça qui est positif. Parce que pour moi, c'est ce que Adawouta fait un bouta. C'est-à-dire à partir de rien. Répétez ça, fait dire. Adawouta fait un bouta, c'est de la terre. Elle est comme une histoire de beau. C'est-à-dire à partir de peu, il fait beaucoup à partir de rien. À partir de meuble, il arrive sur tout son mouvement, tout côté, et voir ça à passer. J'aime vous là. Côté boire ça a passé, tout le monde envie de boire, tout le monde voulait porter boire, tout le monde voulait participer dans le mouvement. Donc, je fais pratiquement plusieurs problèmes, je ne sais pas combien. Et je suis arrivé, mobiliser la population haïtienne et attirer l'attention haïtienne sur bagage que nous avons réalisé de concert de commun, nous sommes avec extraordinaire. Qui nous dit d'accord? Tout le monde d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Hein? Je ne suis pas d'accord. Eh bien, si quelqu'un ne dit pas d'accord, il y a une opinion divergente pour moi. En plus, on a vu dans le monde dossier. Ah, ben voilà, c'est la première fois. Oui. Non, ça fait longtemps. Pas la dernière. Mais oui, certainement. Parce que Oui, dis-moi. si on a vu, autant que créer une activité, il occupe les tout le monde. Mais on a acheté même mouvement ça, en dehors du temple de prière, est-ce que vous avez cassé nos bagages pour par exemple, les pas dans la province, nous disons mobiliser, nous éliminer les pas dans ce système de semaine, mais on dit que la province. Est-ce que vous avez cassé son bagage pour vous, par exemple, la guerrière, L'art est difficile, la critique est facile. Non, moi, ni pour ni contre. J'ai observé, vous savez, je trouve que pour nous capables d'alimenter le débat là, avant de commencer, nous avons discuté sur le dernier phénomène qui s'est gagné au niveau culturel. Kitanago. Donc, nous gagnons un intervenant qui permet de nous voir tout aspect positif, quoi que nous disons au meuble, c'est un meuble, ou objet meuble. Bon, d'accord. Et puis, Kouliel, nous avons deuxième qui m'a demandé est-ce que toute énergie, ça va pas mieux faite pour le répatrier, qui fait en réalité exactement. Et est-ce que il y a l'autre monde qui a une opinion sur ça? Parce que sinon, nous allons commencer avec des débats et nous allons conclure là. Nous avons chez nous 4, 10, 12, 14, 13, 14, 15.
Mettre ça. C'est la pose de question sur les chefs là. C'est clair, en fait. Je te pose la question, tout ça, si nous avons qui n'est pas fonctionné dans le Sénat, tout ça, chaque partie de pouvoir. Parce que les ça fait un commencement lié. Nous mettons maintenant sur la vidéo, ça se fait par exemple 27, 28, 19 avril, ça finit. Et nous avons l'autre démarche que nous allons reprendre. Quand ça finit, ça finit avec même travail qui sont des départements. Quand ça finit avec, ça fait voir, mais nous, ça veut nous considérer que ce qui est la loi comme un commencement, ça veut dire que vous mettez, mais pas essayer ensemble. Voilà, moi je pense que ça c'est une très bonne conclusion pour nous capables d'entrer dans son abdien. C'est-à-dire que effectivement, Kizanagoa, c'est une initiative de un monde, c'est pas dit où t'as fait, ni t'as fait, ni madame n'a fait. Mais par contre, c'est un bagage qui risque lever un enthousiasme, une mobilisation au niveau des populations. Sortir les droits, arriver jusqu'à Wanamet, et à travers ça, ma petite bonite, on série de monde qui va faire le même. Et pas faire le même. Mais tout le monde, quand il y a, yes, go, en avant. Bon, alors, il y a toute une série de considérations autour de ça. Il y a des gens qui pensent que c'est objet mystique, il y a le moyen. Avec ça, ça c'est sûr, il va gagner, bon l'état, après demain. Il y a ça qui m'a aidé parce que le problème, madame, il va le résoudre. Il y a des gens qui m'ont aidé parce que son force politique. Il y a toutes sortes de différentes interprétations, mais ça que nous-mêmes, ethnologues, faculté d'ethnologie, nous avons regardé, c'est que regarder comment un phénomène il rassembler toute une série de monde vraiment, qui eux-mêmes s'est séparé et divisé par toute une série de facteurs. Maintenant, bien entendu, c'est une récupération politique. Le président descend sous lui. Il y aller, il fait tout le discours, tout ça rentre là-dedans. Mais malgré tout, moi-même, moi signalé nous, que je pense que c'est un phénomène qui était digne d'intérêt en termes écologiques, sociologiques, tout ça nous voulait, et que nous avons gain pour retourner sous lui. Et avec ça, je commence. Alors, je remets la parole à M. Pissard-Béraud et Mme Laitier pour l'introduction. Ouais. Donc, alors, le séminaire, c'est une activité qui a commencé depuis l'année dernière. Donc, ouais. Ok. Donc, précision. En fait, le séminaire sur l'histoire de l'ethnologie en Haïti, c'est un séminaire qui a commencé depuis l'année dernière, depuis le 30 novembre. Moi et Maud, nous avons fait une introduction, nous avons présenté la problématique, les objectifs et les enjeux du séminaire. Pas seulement du séminaire, puisque le séminaire est lié à tout un projet de recherche. Un projet de recherche triennal, si on peut parler comme ça. Et on va s'engager dans ce projet de recherche. C'est un projet de recherche qui va se développer au sein du département d'anthroposociologie, mais qui implique tout un groupe d'anthropologues. Et il y avait une équipe qui avait l'habitude de se réunir un peu avant, le groupe d'anthropologie, sociologie de Port-au-Prince. Et on est une équipe de la DIREP, et puis on a essayé de rallier d'autres personnes qui ont travaillé dans l'anthropologie. On essaie de coopter Rachel dans ce groupe. On n'y arrive pas encore, on pense qu'on va y arriver. Et puis c'est ça, donc notre principal objet de recherche, c'est l'ethnologie haïtienne. On veut essayer de comprendre l'histoire de cette discipline en Haïti depuis 1885 à 1985. Donc on travaille surtout sur cette période. Donc l'idée de ce séminaire est rattachée à ce projet de recherche qui doit
qui s'intéresse à l'œuvre et aux différents ethnologues qui ont travaillé sur Haïti et en Haïti. Donc cela voudrait dire que ce projet de recherche ne s'intéresse pas seulement aux Haïtiens, ça s'intéresse aussi aux anthropologues étrangers qui ont travaillé sur Haïti, par exemple des gens comme Escovitch, tout ça. C'est pourquoi aussi à ce projet de recherche et puis à ce séminaire, on a associé différents intervenants étrangers. On aura à recevoir Dimitri Béchac, par exemple, et Adrien Munier, un autre anthropologue, deux anthropologues français. On aura à recevoir Marianne Palis, on aura à recevoir Kate Hodgson, qui est une Anglaise qui a travaillé sur le 19e siècle haïtien. Et c'est une première série d'interventions, donc probablement on aura à travailler sur d'autres auteurs. Donc, on envisage dans la continuité de ce séminaire de recherche de faire en novembre par exemple une journée d'études et puis différentes activités. Donc ça c'est le commencement, et c'est le commencement, donc on a toute une série d'activités qui marchent avec ce projet, avec ce séminaire. Donc l'année dernière, on avait déjà reçu Benoît de l'Étoile, qui est un anthropologue français qui a fait une intervention assez générale sur l'anthropologie et la construction de l'État. Aujourd'hui, on reçoit une anthropologue de la maison, une anthropologue de la faculté d'ethnologie, qui a longtemps travaillé à la faculté d'ethnologie, et elle va nous parler, Rachel Beauvoir-Dominique, elle va nous parler de Odette Ménesson-Rigaud. Et Odette, c'est une pionnière, et Rachel va l'étudier surtout comme l'avant-garde de l'ethnographie haïtienne. Donc, alors, rapidement, je dis quelque chose de Rachel, qui est une anthropologue qui travaille à la faculté d'ethnologie depuis, ça fait longtemps, depuis que j'étais étudiant. Et même avant? Et même avant, Rachel aurait pu être mon professeur à la faculté d'ethnologie, si j'étais à la faculté d'ethnologie, comme mes études de base, comme mes études de base sont en philosophie, on s'est rencontrés dans des militances à l'université, pas dans la mouvance universitaire qu'il y avait en 90. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir Rachel comme professeur, mais comme professeur dans le mouvement universitaire, disons. Je ne peux pas dire mouvement étudiant, parce que les professeurs, des fois, on avait des alliances quand j'étais étudiant pour mener la lutte. Ouais. Donc, disons, Rachel est anthropologue, elle est co-auteur avec Didier Dominique d'un ouvrage assez important sur l'anthropologie haïtienne qui s'appelle Savaloué. Et ce livre traite du vaudois haïtien dans son contexte social et historique. C'est un livre qui a été primé en 1988 par la Casa de las Américas de la Havane et qui a été publié aux éditions Syndicat en 2003. Rachel est également l'auteur de l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, perspective d'un vestige de Carrefour. Et Rachel a publié de nombreux articles qui sont parus dans des revues internationales. Rachel est membre fondatrice de 2 fondations qui sont dédiées à la préservation des traditions culturelles haïtiennes. Et Rachel, c'est une personne, comme je viens de le dire, qui combine engagement et enseignement à l'Université d'État d'Haïti. Elle est engagée dans des recherches plurielles et a plusieurs présentations et publications, non seulement sur la scène haïtienne, mais aussi sur la scène internationale. En gros, c'est tout ce que je peux dire sur Rachel comme anthropologue, comme personne engagée. Et je lui laisse la parole pour nous parler de Odette Ménesson-Rigaud, une pionnière, Odette Ménesson-Rigaud, avant-garde de l'ethnographie haïtienne. Donc Rachel, c'est la première personne que nous recevons pour le début de l'année. Donc je rappelle tout de suite qu'il y aura d'autres interventions. Il faut noter que on aura une prochaine séance le 22 février, le vendredi 22 février. À ce moment-là, on va recevoir Dimitri Béchac. Ensuite, on aura la séance avec Kate Hodgson, qui est l'anglaise, qui va parler de la chanson créole. C'est la politique de l'abolitionnisme au 19e siècle.
Là, et bon, je m'arrête là. Donc, Kate Hudson, c'est le 1er mars. Je crois, oui, Kate Hudson, c'est le 1er mars. Donc, le programme du séminaire est affiché à la faculté, donc on pourra le consulter et donc avoir une idée de tout ce qu'il y a comme intervention. D'ailleurs, on a sur le site internet de l'université, il y a aussi tous les résumés des interventions et la présentation des différents intervenants. Donc, je laisse la parole à Rachel qui va nous parler de Odette Menesson-Rigaud, qui est une pionnière de l'ethnographie haïtienne. Merci, John Picard-Biron. Merci, Madame Lessé, que je rencontre aujourd'hui. Merci à vous tous qui êtes là. Et c'est un plaisir pour moi de partager un petit peu avec vous un travail que j'ai eu l'honneur de pouvoir réaliser, qui était le travail sur l'ethnographie d'Odette Menesson-Rigaud. Alors, ma présentation va être informelle, si vous voulez bien. Je vais vous parler un petit peu de comment je suis rentrée là-dedans. Je vais vous lire quelques petits morceaux et un petit peu vous présenter ce document que j'ai eu à faire à cette occasion-là, qui est le catalogue Fonds documentaire Odette Menesson-Rigaud, rapport d'inventaire. Et je vais vous parler un petit peu de la collaboration qui a pu permettre ce travail-là. Et ainsi, vous serez un petit peu imbu de ce que j'ai eu le privilège, comme je vous le dis, de connaître. Alors, pour commencer simplement, ayant grandi dans un lac au vaudou et étant également une vaudouisante et mambo, il se trouve que mon mari, la personne avec laquelle j'ai été, nous nous sommes entendus et nous nous sommes mis, et son frère était prêtre, et prêtre du Saint-Esprit, ça veut dire les spiritains. Or, ce sont les spiritains qui ont été à la tête du mouvement de la campagne des rejetés. Et ayant terminé mes études après la dictature, je suis rentrée justement pour combattre cette dictature des Duvalier. Père Adrien, Antoine Adrien, une personnalité extraordinaire, qui enseignait l'histoire d'Haïti et qui avait réuni pendant son exil également une somme de matériel concernant l'histoire haïtienne. Alors donc, mon beau-frère me dit, ma chère, regarde donc, il y a quelque chose qui est intéressant là, parce qu'il était ouvert d'esprit, c'est pas un prêtre à l'esprit étriqué, au contraire. On vient d'apporter chez Antoine, parce qu'à cette époque, pour le diable, les prêtres du Saint-Esprit étaient lotis malement à Saint-Martin, dans un tout petit local, et c'est là qu'il avait catalogué toutes les choses. Voilà, donc Antoine Adrien a reçu une malle, mais une grosse malle, pleine de papier. Tout ça, ça concerne le vaudou. On ne sait pas quoi en faire. C'est un fouillis pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu voudrais pas jeter un coup d'œil? D'où ça sort? Odette Menesson-Rigaud, Milo Rigaud. C'est énorme, c'est extraordinaire. C'est un privilège, c'est une joie. Quel honneur. Je descends. On ramasse, on regarde tous ces papiers-là, cette paperasse. Ben, on va s'y mettre. On va s'y mettre. Et j'ai pu donc jouir de la confiance des prêtres du Saint-Esprit. Ça allait devenir maintenant, plus tard, la bibliothèque haïtienne des pères du Saint-Esprit. Mais à cette époque, ce n'était pas encore en forme. Mais on me donnait une quantité,
de temps en temps. Et ceci dès 88. On a travaillé sur ce projet-là jusqu'encore aujourd'hui, je crois dire. C'est réellement un travail qui a été gratuit, pas gratuit, disons, bénévole, c'est le mot plus approprié, mais qui a été si riche d'enseignements qu'après l'avoir fait, on se demande, a-t-on le droit de garder ça pour soi? On ne l'a pas. C'est un legs qui est pour le peuple haïtien. Et à ce moment-là, vous autres, étudiants, chercheurs, c'est votre responsabilité également. Vous êtes plus jeune que moi j'ai été intermédiaire, j'ai fait ce que je pouvais, et je vais vous présenter un petit peu ce travail-là. Alors, je remercie encore une fois professeur Béron et professeur Laitier et le séminaire international de recherche, pour cette occasion, cette opportunité qui m'est donnée de partager avec vous ces informations dont j'ai pu bénéficier. La redécouverte de la très grande ethnographie d'Odette Manson-Rigaud durant les années suivant la chute de la dictature de Duvalier a été un moment majeur de l'ethnologie haïtienne. Ces milliers de pages dactylographiées sont saisissantes par leur rigueur scientifique, l'immense labeur qui y est manifeste, le respect profond de cette tradition tellement ancienne qu'est le vaudou, pourtant socialement décrit et même criminalisé par la législation de l'époque et encore aujourd'hui. Enfin, la véritable passion qui s'y déploie. Compilation magistrale de l'évolution du vaudou haïtien sur plus de 30 ans, 1944-1982 plus ou moins. L'ethnographie d'Odette Manson-Rigaud est unique, tant par le méticuleux de son travail d'observation que par l'ampleur du recensement qui est réalisé. 488 documents, dossiers de notes, de chants, cartables, dessins, photographies, d'une information prodigieuse, surtout dans la mesure où elle couvre l'évolution du milieu vaudou à travers cette période importante qui fut la deuxième moitié du XXe siècle. Car si la simple saisie ethnographique est en règle générale utile à l'information des générations postérieures, son suivi rigoureux sur plusieurs décennies ne l'est que bien davantage. Une analogie serait la découverte d'artefacts archéologiques in situ avec les épaulations stratigraphiques possibles en comparaison avec la simple préservation d'objets uniques extraits de leur contexte. Les gens qui trouvent un objet chez eux, on met ça là, c'est intéressant. Mais si vous l'avez dans leur contexte, l'objet dans son contexte, avec la stratigraphie, alors là on peut comprendre beaucoup plus. Suivre par exemple l'évolution du lac aux souvenances, de sa réouverture après 35 ans de fermeture en 1949 à 1957 annuellement, mais c'est une œuvre passionnante et chargée d'enseignement. Si je puis me permettre, je vais vous donner une petite citation de ce document qui fait 50 pages au moins et que j'ai là. Donc, Odette Manson-Rigaud, parlant, il y avait 35 ans que Pâques n'avait pas été fêté à la souvenance. Aussi, c'était toute une affaire
Et beaucoup de craintes étaient mélangées à la joie que cette nouvelle apportait aux membres de la société. Au fond, on doutait que cela puisse se faire. Certainement, quelque chose viendrait encore tout contrarier. La cour n'avait jamais eu de chance. Toujours il y avait eu des contrariétés, des empêchements, des malheurs. Tout était si délabré, dépeint, abîmé après cet abandon. Et le désastre apporté par les rejetés, tant d'objets culturels étaient à remplacer. Pour honorer quand même la cour, d'un commun accord, la société s'engagea et prit à crédit ce qui était nécessaire. C'est ainsi que le péristyle et l'écaille furent repeintes, des tables en fait remises en place d'albagui et de beaux drapeaux confectionnés, et aussi des banderoles. La cambuse fut garnie de tout ce qui pourrait faire besoin, de façon à ne pas avoir honte devant les étrangers. On alla chercher tout ce qui faisait autrefois partie des objets culturels. Et l'on tenta de remettre sur pied tout ce qui était possible d'être rafistolé. On avait caché, bien caché, dans les bois, les deux assautors. Tous deux avaient été attaqués par les bêtes et la pourriture. Mais ils étaient faits d'un bois connu pour sa dureté, et on put les remettre à neuf, en grattant les parties attaquées, touches de peinture, de nouvelles peaux furent mises. Dans le traitement, l'un d'eux se trouva devenir un tout petit peu moins haut que l'autre, car c'était le petit qui avait été le plus maltraité. Les cailles à sautor furent refaites, recouvertes, blanchies. La cour reprenait vie. Ceci n'est que 2 paragraphes de milliers de pages, milliers de pages qui sortent du sud d'Haïti, de la Grande Anse, qui montent jusqu'au Cap haïtien, qui retrace un peu l'histoire du vaudou à l'époque où nous sommes. La poursuite incessante de documentation et d'entendement sincère et réel d'Odette Manson-Rigaud, même au cours des éprouvantes années d'emprisonnement de son époux, car Milo Rigaud avait été emprisonné sous Magua pendant de nombreuses années. Et c'est très amusant un peu de lire dans ces documents où en 1938, elle disait que mon mari a le soin de ne pas se mêler du commerce ni de la politique. Et pourtant, 20 ans plus tard, elle a été seule, parce que Milo Rigaud était emprisonné pendant un bon nombre d'années. Et elle prenait sa camionnette, son camion, à cette époque, 1950, c'est dire, c'était pas facile. Et elle descendait, elle passait 7 jours dans tel service, dans tel service, dans tel service, elle revenait et elle tapait ses notes. Je vous donnerai l'illustration tout à l'heure, s'il vous plaît. Donc, même au cours de ces éprouvantes années d'emprisonnement, le travail de Mme Manson-Rigaud révèle d'essentielles dynamiques de transformation permettant de se plonger au cœur des phénomènes étudiés, qu'il s'agisse des couvents vaudous, tels que Souvenance, Soukri, Campèche, Badjo et autres, du vaudou familial, comme au Lacou, Bouquet Palmis à Jacmel, ou bien d'institutions culturelles, comme le carnaval et le rara. Rappelons que les années suivant l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, avait été déterminante dans le développement de l'ethnologie haïtienne. L'entre-deux-guerres en Europe avait vu le développement d'une contestation ouverte à l'ordre dominant mondial. Les questionnements à l'ordre colonial s'y initiaient. Je parle donc, je fais référence à Senghor, à Césaire, à tout ce courant
qui se développait dans l'Amérique, dans nos Amériques, face au Big Stick, le gros bâton de Monroe, apparaissait le Harlem Renaissance, Langston Hughes et tant d'autres. L'indigénisme, la négritude, le jazz, le surréalisme, l'art nègre, entre guillemets, et le dadaïsme. Tout ça, ça formait le pendant de la contestation des révolutions mexicaines et russes. L'apparition d'un nouvel ordre mondial, les choses changeaient. On sortait, c'était vraiment le post-colonialisme. En Haïti, réveillé par le choc culturel de cette domination politique, résumé avec exactitude par l'œuvre majeure de Jean Price-Mars, L'Oncle, ainsi parla l'Oncle, 1928, très précoce, un certain nombre de petits bourgeois des villes haïtiennes, pour la première fois, approchaient la question de la religion et de la culture traditionnelle nationale, d'un point de vue engagé, menant à l'émergence du mouvement indigéniste. Ils étaient accompagnés et parfois dirigés par divers visiteurs qui, avec un degré variable de succès, tentaient également d'approcher sérieusement ce sujet de grand intérêt exotique pour cela, le vaudou. Alors, on va citer Zorani Lushton, par exemple, c'est parmi les premières. Maya Deren, Alfred Métro, Jacques Roumain, Marcelin, Rigaud, Maximilien et finalement les 3D fameux Denis Diacroix et Duvalier, Bastien, qu'il aurait fallu citer avant. Tous ont évolué autour de ce mouvement général qui a abouti à la fondation de notre bureau d'ethnologie en 1941. Alfred Métro, personnage clé de cette période, dont, puisque nous faisons des petites confessions, on devait lui dédier, il y a quelques années, une grande exposition au Smithsonian Institute, car il faut le savoir, pour ceux qui ne le savent pas, Alfred Métro a été parmi ceux qui ont fait la Charte des droits humains. On dit les droits de l'homme, il a été parmi ceux-là. Il n'était pas un exotique ethnologue, il était un homme engagé. Il a travaillé aux îles de Pâques, il a travaillé en Haïti, il a travaillé dans le Chaco, en Amérique du Sud, il a travaillé dans beaucoup d'endroits. Quelle perte il a eu à prendre sa vie quand il eut à prendre sa retraite. Et il avait à peine 60 ans. Mais la valeur ethnologique, intellectuelle d'Alfred Métro est à la hauteur de Claude Lévi-Strauss. Ceci est connu et reconnu. Et donc je pense que nous autres Haïtiens, nous devrions rendre hommage à ce maître de l'ethnologie, de l'anthropologie du XXe siècle, qui était donc avec nous pendant une période de temps intéressante. Je ne vais pas sortir de mon propos, mais je vais simplement dire que c'est lui qui a eu aussi le premier projet pluridisciplinaire du monde. On n'avait pas encore la notion de la multidisciplinarité, etc. Et donc à Marbial, du côté de Jacmel, Dr Métro a dirigé
le rassemblement de médecins, d'ethnologues, d'agronomes et tant d'autres disciplines pour essayer de commencer à avoir une version du développement durable. C'est là aussi, en parenthèse encore, que Suzanne Commerce-Sylvain, Yvonne Commerce-Sylvain, toutes ces personnes ont pu sortir, émerger, et voilà. Alors donc, pour revenir à Métro, personnage clé de cette période, auteur en 1959 du classique Le Vaudois haïtien, réédité nombre de fois, il était arrivé en Haïti en 1941. Cette année tristement célèbre puisque ça ouvre sur la campagne des rejetés. Il s'est connecté immédiatement avec Jacques Roumain, qui est parti pour l'étranger en 1942 lui-même et mort en 1944. Ce qui a vraiment privé notre terrain d'une fougue essentielle. Parce que Jacques Roumain, avec appelé Métro, ding 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 ding. Mais c'est à force de confrontation qu'est né notre musée d'ethnologie, notre bureau d'ethnologie. Métro et ce dernier réussirent la mise en place du bureau d'ethnologie en novembre 1941. Jacques Roumain et Alfred Métro étaient convaincus de la mission essentielle de préservation du patrimoine national que constitue le vaudou. Je cite Métro: l'ampleur de l'offensive dirigée contre le vaudou et la brutalité des mesures prises contre ses adeptes m'avaient paru présager sa disparition, ce qui éveilla en moi le désir de n'entreprendre l'étude avant qu'il ne fût trop tard. L'écrivain Jacques Roumain, qui m'avait accompagné à la Tortue, était lui aussi convaincu de la nécessité de sauver le souvenir du vaudou, si gravement menacé. De nos conversations, on acquis l'idée de créer en Haïti un bureau d'ethnologie spécialement chargé de cette tâche. C'est dans l'introduction du vaudou haïtien de Métro. Mais il faut bien lire Itinéraire aussi. Itinéraire, c'est le deuxième volume. Enfin, c'est le deuxième volume. Il y a un itinéraire numéro 2 qui n'est pas encore publié, mais itinéraire 1, bon, on reviendra sur ce sujet-là. Parce que c'est très informatif en même temps que difficile. Bien. Alors, le vaudou haïtien de Métro, ce livre-là, que vous devriez tous connaître par cœur, parce que pour tout vous dire, il est drôle en plus. C'est comme il y en a. Les gens ne se rendent pas compte, ils disent c'est sec, c'est dur, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'humour et c'est une lecture plaisante. Vraiment. Je vous encourage vivement à le lire vraiment. Donc, ce livre-là, justement, en termes d'un petit peu du drôle ou de l'intéressant, c'est que, voilà, c'est dédié à qui? À la mémoire de Lorgina Delorge, Mambo de la Saline, dont le nom vaillant fut Dieu devant. Et à Madame Odette Menson-Rego, Mambo assuré. Sans l'aide de qui ce livre n'aurait pas pu être écrit. Deux maîtresses femmes, donc, Odette et Lorgina. Alors, on peut voir, vous pourrez voir un petit peu, et, je crois que, j'ai peut-être imprimé une photo de Odette Menson-Rego, il n'y en a pas tellement, hein. On ira sur les illustrations tout à l'heure, mais c'était une femme de France, de Paris, c'était une bohémienne. Et Mambo Lorgina, elle, je crois que la photo est ici, c'était une femme forte, maîtresse forte. Où est-ce que c'est? Je vais vous trouver ça tout à l'heure. Je continue mon texte. On a dit, bon oui, absolument, on a dit ça. Mais tout à l'heure, on arrive sur les illustrations, on continue avec le fond de l'affaire. Non, c'est absolument pas ça. C'est la photo de Lorgina. Ah oui.
tout au début. Bon, je m'excuse, je vous interromps dans vos réflexions. On y arrivera. Alors, Métro, lui, il a dit, concernant Odette Menson-Rigaud, que peu de Blancs ont réussi, il a bien dit Blanc, c'est lui-même, peu de Blancs ont réussi à connaître le vaudou de façon aussi intime que cette Française devenue haïtienne par son mariage. Il n'existe aucun sanctuaire où elle n'est pas reçue en tant qu'amie. Et je pourrais même avancer en tant qu'initiée. Au cours d'une cérémonie vaudou, j'ai entendu déclamer son nom vaillant, cité parmi les prêtresses de Port-au-Prince. Et ce livre lui est dédié. Ce n'est qu'un petit tribut de ma gratitude. Et donc, c'est Métro même qui a tenu à encourager le développement de l'ethnographie et incita Odette Menson-Rigaud à écrire dans son journal le 44, donc itinéraire, le livre itinéraire, c'est le carnet de notes. On lit que elle sait beaucoup de choses et accumule des connaissances variées. Il faut l'encourager à écrire. Et c'est cette année de 44 qui verrait l'ouverture du Centre d'art avec la participation de personnalités importantes telles que Jäger Huber, qui a transcrit les musiques vaudou pour la première fois en musique. Il y avait la visite d'André Breton sous les auspices de l'Institut français, alors dirigé par le stimulant André Mabille. André Mabille, non. Docteur Mabille, bon. Alors, l'Orgina des Lorges, Rosmambo, Cicéron, Joe Pierre-Gilles, Abraham sont quelques-unes des personnes clés du vaudou port-au-princien de l'époque et des récits ethnographiques d'Odette Menson-Rigaud. Il s'agit ici d'une véritable histoire du populaire et même probablement des premiers éléments éclaireurs d'une histoire, une véritable histoire du peuple haïtien dans son vécu quotidien. Juste pour partager un petit peu avec vous, concernant l'Orgina par exemple, Métro disait dans son ouvrage, elle m'appelait Petite Caille, enfant de la maison, et je lui avais donné le nom de maman. Et bien qu'elle fût souvent portée et pris pendant ses transes, son air terrible, c'était une excellente femme, bienveillante et hospitalière. Son temple à Tête-Bœuf, Portail Saint-Joseph. Oui, exactement. C'était le véritable, le vrai bureau d'ethnologie avant l'heure. Un regroupement incessant s'y opérait, des artistes aussi éminentes que Luman Kadimir, Émeraude de Pradine. C'est là qu'elles ont puisé leur répertoire de chant. Tout le monde allait chez l'Orgina. Et elle les recevait simplement en enseignement et en même temps en agrès. Disons une autre personne encore qui a fait l'histoire, qui est historique. À Port-au-Prince, ça fait partie de l'histoire populaire. Cicéron. Cicéron, c'est pas carré. Mais Cicéron, c'était le fils adoptif de l'Orgina. Et c'était un angélico extraordinaire, maître des chants. Et tout comme on va retrouver aujourd'hui en Haïti, à Port-au-Prince particulièrement, mais dans d'autres lieux aussi, c'était un angélico itinérant. Ce qui veut dire que chez moi, dans mon bagui, dans mon lacou, dans mon péristyle, j'ai besoin d'un bon chanteur. Vous voyez chercher Cicéron. Parce que Cicéron était un
Ongénicon, maître. Tous les temples de Port-au-Prince le connaissaient. Et dans les archives d'Odette Manson-Rego, il y a au moins une vingtaine de documents, je ne dis pas de pages, de documents, recueillant cet important patrimoine. Un seul d'entre eux compte 223 chants, avec en plus une liste des plus importantes divinités vaudou, la transcription des litanies, des prières du début de la cérémonie, une description du service aujourd'hui en disparition du roi Agaou, Cicéron, dont on peut apercevoir une magnifique transe dans le film Divine Horseman de Maya Deren, appartenait à une grande lignée de griots du vaudou. L'indication dans les dossiers d'Odette Manson-Rego de sa participation rituelle au Mardi Gras annuel, on l'attendait, est également d'intérêt. La poursuite du recueil des chants passerait par l'organisation d'une chorale du bureau d'ethnologie, fraîchement créée, les Hirondelles, dont l'importance de la reine Chanterelle, Marie-Noël, serait consignée par un article lors de sa mort dans le bulletin de cette institution. Donc, allez au bureau, trouvez le numéro où on parle de Marie-Noël et de la chorale des Hirondelles que Cicéron avait enseigné, lui qui peut-être ne savait pas lire ou écrire. Encore, on pourrait citer, on a parlé de Lorgina, on a parlé de Cicéron, on pourrait parler il faut parler de Joe Pierre-Gilles. Joe Pierre-Gilles qui était du côté de Santo, à la plaine du cul-de-sac. Mais tout ça s'est retracé dans les dossiers d'Odette Manson-Rego, une vingtaine d'années. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faire l'ethnographie d'une cérémonie, c'est une chose, mais retourner année après année et faire l'histoire populaire, avec les considérants. Qu'est-ce qui se passait dans la communauté? Pourquoi ça a changé comme ci, comme ça? Et bien oui, tout ça fait là, dans les archives. Les aspects les plus importants sont sa participation au Festival des Raras. Joe Pierre-Gilles était un organisateur des Raras. Donc on ne peut pas parler de Raras aujourd'hui si on ne retourne pas sur des dossiers pareils qui donnent des éléments avant-coureurs. Et il y avait aussi le service Azaka, la loi travail par excellence. Et je crois que, si je me permets, il s'agit possiblement de la seule ethnographie de ce qui est attendu par ce temps. Et l'entrecroisement Rada-Petro est décrit ici avec beaucoup de finesse. Bon, je ne vais pas m'étendre trop, mais je vais aller plus vite un petit peu. La pureté rituelle du temple d'Abraham, il y a un grand nombre de documents d'Abraham, encore à tête bœuf du côté de l'Orgina, est rapportée dans une dizaine de documents. Le plus étonnant étant la poursuite de cette chronique après la mort de ce Hongan renommé. Sont inclus dans la documentation une récapitulation de la vie, l'invitation à son requiem, la description des circonstances du trépas, la description du dessouné, la cérémonie ainsi que de la cérémonie du retrait des eaux. Et là-dedans, vous allez trouver aussi l'orinaire de Denis et son chien, ceci et cela, des éléments qui vous permettent de reconstituer un temps, une époque, une croyance, une culture. Alors, les archives d'Odette Manson-Rego comprennent la description des rituels vaudous suivants. Le boulaisin, le bouillon, boulaisin, bouillon, ouetez-moi dans l'eau, chose qui n'est pas évidente. La cérémonie Assotan de Zussira, le Noël vaudou, qui a été publié également dans l'ouvrage de Milo Rigaud, la tradition vaudou.
il y a un chapitre qui a le Noël vaudou et c'est sous-titré correctement au Deadman Sanrego. Le manger Ibo. Qui c'est ici qui peut me dire c'est quoi un manger Ibo? Comment ça se fait? Le manger tête. Et en plus, il y a des tas d'autres choses qui sont complètement en disparition, telles que la cérémonie Congo-Kaplaou, le Lembazao. Tout cela sur une région géographique englobant le nord du Cap-Haïtien, Plaisance, Pilat, Saint-Raphaël, le sud, le sud-est, Nice, Petit Gouave, Jacmel, l'Artibonite, Biencourt, Ponson des Petites Rivières, et le centre, Montagne Noire, Furcy-Seguin. La rédaction de ces notes, très loin de tout formalisme académique et personnel, et souvent même humoristique, mêlant au rapport strict des faits les impressions, rappels et autres indications utiles. Sans nul doute, la publication de ces archives devra s'accompagner d'un travail éditorial indispensable. Sa mise en œuvre constitue néanmoins une étape essentielle du développement de l'ethnographie haïtienne. Maintenant, je voudrais partager avec vous, si je peux, un élément qui a été, qui m'a frappé. Qui devrait être seconde, il y a un petit désordre là-dedans. Même si je ne trouve pas, ce n'est pas grave parce que je vais vous en parler sans citation. Ah, voilà, on y est. Ceci est... Alors, vous saurez que Michel Léris, bien entendu, en tant qu'ethnologue, fait partie des grands de l'ethnologie française. Et dans le numéro 1 de la nouvelle série de Gradiva, la publication du Musée de l'Homme français, mais qui est devenu donc Quai Branly, Jean Jamin m'avait contacté, c'est le biographe de Michel Léris, pour savoir qu'est-ce que je pouvais trouver dans les dossiers au Deadman Sanrego concernant le travail de Léris en Haïti. Et j'ai été chagrinée, c'est le mot, chagrinée, de voir qu'il a fait la même chose, Monsieur Jamin, que peut-être Léris. Parce que au Deadman Sanrego, Péton seul collet, sous Michel Léris, et il m'a demandé des lettres, j'ai trouvé les lettres, je lui ai donné les lettres, il m'a plus jamais écrit. Oh, exactement. On devait faire un échange de matériel, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, je ne vais pas vous lire le tout, bien entendu, quoi qu'on peut mettre ça à la bibliothèque, mais par exemple, 16 février 52, mon cher Léris, je ne sais vraiment plus si je peux dire maintenant mon cher ami, car vous m'avez joué un des plus mauvais tours qui soit. Vous en rendez-vous compte? Je vous avoue que j'ai été plus encore peinée qu'indignée en lisant votre article paru dans le numéro de Présence africaine. Non seulement vous désignez nommément le Hongan qui vous avait reçu, à votre satisfaction, me semble-t-il, mais vous ajoutez des commentaires qui vont certainement le blesser infiniment. Non seulement vous avez mal agi envers lui, permettez-moi de vous le dire, mais vous me mettez dans une position plus que désagréable vis-à-vis de lui. Plus d'une fois, vous citez mon nom pour me faire dire des choses qui peuvent lui être les plus nuisibles. Mais pourquoi autant de méchanceté? Avez-vous oublié le caractère de notre milieu? Le pauvre malheureux Hongan paiera bien cher l'honneur de vous avoir reçu et accepté librement durant son service. Vous ne pouvez pas prétendre que vous ignoriez que le vaudou est interdit en Haïti et que 1000 entraves viennent gêner ces pauvres gens.
Ils sont toujours là, à la merci des autorités qui ferment souvent les yeux, mais les ouvrent brutalement lorsqu'une preuve est apportée par un blanc que le vaudou existe réellement en Haïti, non pas comme réunion de danse, mais comme service rituel. Impossible cette fois de prétendre que ce blanc imaginé la scène a apporté trop de noms et de précisions viennent à l'appui du réquisitoire, ainsi que j'ai écrit au docteur Métro, ayant parlé de vous, il ne m'a pas paru correct de vous faire tenir la copie et s'y joindre. On m'a déjà fait part du mécontentement qui a suivi la divulgation de ces notes. Je crois que c'est ça. Il m'est impossible de retourner du côté de la croix d'émission. On m'a même averti d'avoir à prendre certaines précautions. Croyez-vous que ça m'enchante? Il est bien agréable, n'est-ce pas, d'être un ethnographe qui ne fait que passer. Si vous pensez que j'exagère un peu, vous n'avez qu'à vous rappeler la rancune tenace que l'on a gardée à Paul de Rebout pour ses notes de voyage parues dans le livre intitulé Blanc et Noir. Naturellement, il n'y a pas de réparation possible. J'ose seulement espérer que pour un prochain article, vous voudrez bien supprimer les noms propres, ne serait-ce que par charité, et surtout le mien, comme référence lorsque les choses aussi peu flatteuses sont dites sur ces malheureux haïtiens. Je vous demande, comme j'ai demandé au docteur Métro, de ne rien faire publiquement pour atténuer les désagréments que ça m'occasionne, car au contraire, ça ne pourrait qu'aggraver les choses. Je vous prie quand même de recevoir mes coutumières amitiés, mais cette fois-ci, mêlées de retraite. Donc, c'est une correspondance. Derrière, il y a la correspondance à Métro. Elle était en furie, Madame Nelson Rigaud, et avec raison. C'est trop facile d'être l'ethnologue qui passe, sans engagement, sans considération. Et jamais dans son article que vous trouverez donc, comme je vous le dis, dans Gradiva 2005, numéro 1, dans l'article de Jamais, on voit que, en fait, Jamais ne s'est jamais remis. Il ne s'est jamais remis de cette expérience-là. Il n'a jamais réécrit sur Haïti. Il n'est pas revenu en Haïti. Il est venu tout près. Il n'est pas revenu en Haïti. Parce que le reproche qui lui a été fait essentiellement. Les risques. Les risques. Non, pas. Justement, oui. On ne publie pas le carnet de voyage tel quel, les notes, le journal de bord de l'ethnologue. Surtout quand ce n'est pas l'ethnologie de chez nous. C'est-à-dire que on va faire de l'ethnologie chez une population étrangère. Et on a des réactions, des craintes, etc. Et là, il y a des choses qui sortent qui ne sont pas appropriées à la publication. Et c'est bien pourquoi j'ai dit que Odette Menson-Rigaud, on ne peut pas publier le tout comme ça. Non. Il faut un travail éditorial. Même si le travail de Madame Rigaud est un travail d'une honnêteté, d'une probité impeccable. Mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui lisent qui ne savent pas comprendre. Donc il faut leur présenter ce matériel. Et dans cette publication, donc de l'ERIS, ça a été triste. C'était Sacrifice d'un taureau chez le Hongan Joe-Pierre Gilles en 1951. Et c'est particulièrement triste à lire quand on voit comment Madame Rigaud, Menson Rigaud, a pris la main de l'ERIS pour l'amener par ici, l'amener par là-bas, etc. Vraiment l'accompagner dans toutes choses. Et ça nous met en garde aussi. Alors, ici, j'ai voulu traiter un tout petit peu, après avoir fait une présentation générale, de l'aspect engagé de l'ethnographie d'Odette Menson Rigaud, qui, même si elle n'a pas été formée comme anthropologue, a 10 fois le titre d'anthropologue que beaucoup d'autres anthropologues aujourd'hui. Et je voulais vous montrer un petit peu quand même c'est quoi ces documents. Ça c'est comme ça, il n'y a presque pas de marche.
des documents qu'elle tapait à la main. Ça marche. Alors ça vous fait réellement, c'est pourquoi je n'ai pas pu réaliser ce travail sans l'accompagnement d'autres personnes qui m'aidaient, particulièrement Florence Jean-Pierre, qui a été étudiante à la faculté d'ethnologie, qui m'a assisté un petit peu dans Elisabeth Beauvoir, ma maman, qui m'aidait pendant le week-end, Judith Castioni, initiée vaudou et de Suisse, et Eddie Lubet en 4, où nous étions là à photocopier, à organiser, à répertorier. Si ce n'était pas pour tous ces gens-là, ce travail-là n'aurait pas eu lieu. Malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller consulter ces documents-là. Parce qu'après le tremblement de terre, Saint-Martial, la bibliothèque de Saint-Martial s'est effondrée et ça a été placé en stockage. Donc, il n'y a pas moyen d'y avoir accès. Cependant, ce travail a été rendu possible aussi dans sa divulgation par l'AUF, l'Agence universitaire francophone. À l'époque, c'est M. Salifou, un Béninois, qui dirigeait l'AUF, et il a été intéressé par ce qu'on se rappelait, les réminiscences africaines en Haïti. Et il a débloqué un tout petit fonds qu'il avait pour permettre de faire la numérisation d'un échantillon, disons, de ces documents-là. Et c'est ainsi que nous avons réalisé le CD-ROM des 3 grands lacous de l'Artibonite, Souvenance, Soukri et Badjo. En fait, c'est la région Artibonite parce qu'en plus de Souvenance, Soukri et Badjo, il y a la région. Donc, pas mal d'autres endroits qui ont des traditions raras ou autres qui sont intéressants. Ce DVD-ROM, DVD ou CD? CD-ROM est disponible à l'AUF et il est également en ligne. Ce qui fait que si vous allez en ligne sur Internet, vous faites une recherche Odette Menson-Rigaud, vous trouverez non seulement le catalogue intégral des ouvrages catalogués, mais aussi l'ensemble des ouvrages concernant, scannés comme ça, page par page, concernant l'Artibonite. Dans le catalogue, dans le rapport d'inventaire que nous avions fait, pour vous donner un petit peu rapidement le contenu, nous avons choisi d'abord, dans un premier temps, c'était en 2005, un catalogage par région. Le nord, le sud, le sud-est et la Grande Anse. Alors, c'est intéressant de savoir que, par exemple, pour le sud, le sud-est et la Grande Anse, on trouve Victor Calixte, qui était le papa de Bonheur Calixte, pour ceux qui connaissent. Et on parle de Bonheur Calixte, qui était un petit garçon de 7 ans qui sautait sur les chevaux à poil. Il montait. Et lui, il est décédé il y a juste quelques années. Il était l'un des plus grands Ongans et président de société de la région de Léogane. Donc Victor Calixte, il y a toute une documentation sur Victor Calixte, qui au fait était le père Assogwe de Madame Menson-Rigaud. Je ne suis pas sûre si c'était Victor ou bien Bonheur, mais je crois que ce serait Victor, parce que ça aurait été trop tôt pour Bonheur Calixte. Mais comme elle a vécu jusqu'en 82, elle a eu un stroke, une attaque cardiaque, elle a été paralysée pendant pas mal de temps et puis elle est morte peu après. Je crois plutôt que ce serait Victor Calixte, mais c'est chez Calixte, à Brache, Léogane. Et sinon, il y a Sylvain Desrosiers, Mambolis, Adrien Paul,
Jacmel Sud-Est, Sud divers. En lisant ces documents, on devient complètement partie, on fait partie de la famille, on retrouve quelque chose. C'est fascinant, c'est magnifique. Il y a l'Artibonite donc, il y a la plaine du cul-de-sac, et la plaine du cul-de-sac, ce qui est le plus fascinant, c'est la Sautor. Parce qu'on ne connaît plus ça. Et les gens ont eu très peur de ces fameux assauteurs qui ont fait partie des guerres d'indépendance d'Haïti. Et même les occupants américains, durant la première occupation, on avait très peur aussi, les confisquer, et puis finalement ils renvoyaient ça chez les gens, ils dansent, ils font des bruits, ils font des choses pas possibles. Donc voilà, à Sautor, il y a 8 télémaques qui, jusqu'à présent, et respectés de mémoire, ont un gros wash. Il y a à Pont-Bedet, comment s'appelait encore, comment s'appelait ce docteur Reich ou quelque chose comme ça. Il y a eu un docteur américain d'origine européenne, pardon, qui a travaillé avec docteur Oli, qui faisait partie de tout ce milieu-là. Bon, bref, tout le milieu de la Croix des Bouquets, c'est fascinant. Madame Hildevert, à la Croix des Missions, une autre, c'est les 3 grandes femmes. Lorgina, Madame Hildevert et une autre encore, dont le nom échappe pour le moment. Joe Pierre-Gilles, dont nous avons parlé déjà, Isna, Croix des Missions, Plaine du Cul-de-Sac, Arcaillet, Sodo, les premiers reportages sur Sodo. Qu'est-ce que c'est que Sodo? Comment ça se passe? Il y a tout un travail sur les environs de Pétionville. Pour la région de Port-au-Prince, comme je vous l'ai dit, Lorgina, Cicéron, Pétion-Jean-Bart, Barreau, différents temples à Port-au-Prince aussi, chez Abraham, François Fanon, c'est très intéressant ça, Romulus et autres. Et puis les quartiers maintenant, les quartiers sur le Sans-Fil, sur la Saline, Bolos, la Coublin, Torlande, Saint-Martin, Bel-Air, Sourail, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ayant traité de ces régions-là, on a été regarder prières, rituels, chants. Une quantité énorme de chanteurs vaudous, de prières transcrites, les cérémonies, les notes diverses, toutes les notes, ça vient d'être canarisé sur le carnaval de l'Orara. On vient de faire ça. Après avoir fait l'Artibonite, on a fait carnaval et Rara, mais ce n'est pas encore diffusé. Et puis bon, les publications, là par exemple, c'est une petite publication, mais ça c'est l'IFAN, les cahiers de l'IFAN. IFAN, c'est l'Institut français d'Afrique noire. Qui est maintenant l'Institut fondamental d'Afrique noire. Ah, voilà. Rattaché à l'Université de Cheikh Anta Diop. Eh bien voilà, avec sa signature, voilà, les Afro-Américains, 53. Et là, Madame Menson-Rego a fait quelques notes sur ces réminiscences africaines en Haïti. Voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres. J'ai la liste de ces publications que je pourrais vous communiquer en temps et lieu. Maintenant, est-ce que je suis trop longue ou bien je peux continuer? Ça va? Ok. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous pose la question parce que ce n'est pas ma question, ce n'est pas une question à moi posée. C'est une question qui se pose à vous et à nous. Dans un premier temps, après avoir travaillé pendant 10 ans, plus de 10 ans, sur le recensement de qu'est-ce qu'il y a dans cette collection-là, pour y voir clair. Bon papier, non. Bon, ok, voilà. On a ça. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer grâce à M. Salifou à diffuser? Il faudrait prendre quelque chose qui est facilement identifiable. Bon, on prend les 3 lacs et la région de Golaïf. On a fait ça. C'est sorti.
Là encore, j'ai eu à protester. Hein. Ils n'avaient même pas mis mon nom. Et comment on pourrait continuer d'avancer? Donc moi j'ai proposé les thèmes suivants en termes d'avancement. Et ils ont commencé, comme je vous le dis, je dois citer le nom de Patrick Tardieu, qui était bibliothécaire, je ne sais pas s'il l'est toujours. Il est responsable des fonds. Des fonds quoi? Des fonds de la bibliothèque, il est toujours bibliothécaire, il est responsable de la bibliothèque. Oui, mais la bibliothèque ne fonctionne pas. Ben justement, malgré tout, c'est lui. Bon, alors, Patrick Tardieu, à qui j'ai parlé il y a 2 jours, m'a dit avoir déjà fait la numérisation de la collection Carnaval et Rara. De quoi s'agit-il? 72 documents. Le Rara, bonne, c'est méchant. C'est drôle. C'est méchant. En fait, c'est chien méchant. Chien méchant. De Léogane. Ils existent toujours. À Chapelle-Aubry. La bonne vapeur. Tout ça, c'est beaucoup de pages, oui. Beaucoup de pages. Notes sur les raras, différents raras, etc. Raras du fort. Donc c'est Léogane et Artibonite également. Et puis il y a des indications extraordinaires. Notes données par M. Antonio André. M. Antonio André s'y connaissait beaucoup. Il a dit beaucoup de choses, des renseignements. On ne va pas refaire la roue quand même. Si tout ça c'est là, mes amis, il faut qu'on y aille. Il y a des dessins, de très beaux dessins. Voilà quelques dessins. Non, les photographies qui sont incroyables. Madame Régaud était artiste. Donc elle faisait des photos. Malheureusement, on n'a pas retrouvé toutes les photos. On a retrouvé certaines photos. Si vous voulez, je passe ça, vous pouvez, mais après, parce que sinon, vous allez arrêter de m'écouter, vous allez tous regarder les photos. Voilà sa retranscription d'un veuve. C'est splendide. C'est absolument splendide. Limbi Makaya. Un très beau goût. Au goût achadé. Bref, je vous invite à bien consulter un petit peu ça après, dès que j'aurai terminé. Et oui, j'étais en train de chercher autre chose, illustration, ces dessins. Ah oui, voilà quelques dessins. Ils sont superbes, regardez ça. Les danses, les mouvements des danses. La danse de l'Embazao. Qui est-ce qui connaît ça? Vous connaissez ça, vous? Non. Le papétro, voilà. Ou encore, ça fait tout à fait l'humour de Madame Menson-Rigaud, qui n'était pas une personne... Voilà le Guédé. Le Guédé est là comme une princesse, une altière, et le cousin Zaka en bas. Donc c'est des illustrations magnifiques, voilà. Voilà, donc on va travailler, il faut travailler sur le carnaval Rara. En deuxième lieu, je propose qu'on fasse les grands temples de l'Ouest. On va prendre tout ce qui est Joe Pierre-Gilles, on pourrait prendre Cicéron, on prend Abraham, on prend l'Orgina, bien évidemment, c'est maîtresse femme. Et puis certains autres, je sais pas moi, chez Madame Lézy, chez Madame Hildevert, c'est important. Donc, on continuera. On est l'Artibonite, c'est bon. 2, on est sur Carnaval Rara. 3, on prend Port-au-Prince, la région port-au-princienne. 4, on va prendre les Lacours du Nord, c'est très important, parce qu'elle a tenu à aller à Nantes-en-Pêche, ce qui est parmi les premiers temples de cette patrie. Elle a travaillé sur l'héritage vaudou d'Henri Christophe.
Elle a travaillé également sur la ville au camp. Ça c'est gros, c'est énorme ça. Donc moi je proposais, comme il y a moins de documents là-dedans, on fait nord, sud et sud-est, on prend ça ensemble. Il y a la cour Lexinouel, où il y a un culte qui est là-bas, qui est devenu extrêmement rare, c'est le culte en mine. Et ça remonte au peuple Mina du Ghana, et que nous n'avons que très peu maintenant aujourd'hui. Mais il y a des choses sur Plaisance, voilà. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc l'Artibonite, on a dit le carnaval et le Rara, on a dit la région Port-au-Prince, on a dit les lacs du nord, du sud et du sud-est, et puis maintenant il y a la collection des chants. On a, pour les chants, on a une quarantaine de documents, mais un seul document peut comporter 100 pages. Des chants et des chants et des chants et des chants. Donc, ce serait un autre élément. Et pour terminer, je proposais collection prières, rituels funéraires et services particuliers. Je comprends ici les Wetemo en bas de l'eau, description du Wetemo en de l'eau et autres. Et en terminaison complète, il y a une collection pèlerinage. Donc Sodo. Pour moi, c'est les premiers documents que je connais de Sodo. Et autres pèlerinages similaires. Maintenant, le tout, c'est pas de numériser et de faire des CD-ROM comme ça. C'est l'idée de la publication, c'est de pouvoir expliquer aux gens. Il faut absolument que cela se réalise à travers un groupe de travail. Voilà, un groupe de travail qui puisse dépouiller les documents. D'ailleurs, il manque toujours, les mots-clés. On ne peut pas faire le mot-clé, on ne peut pas faire de mots-clés sans les documents numérisés. Donc il faut y aller pas à pas, il ne faut pas être trop ambitieux. On y va pas à pas, on prend un groupe et puis voilà, on a les mots-clés. Et à ce moment-là, on peut travailler autour des mots-clés, une façon qui nous permettra de présenter effectivement ces documents pour l'entendement public, pour l'édification de tout le monde, et puis un meilleur entendement. Il y a aussi, j'ai fini, je termine. Il y a aussi, je pense, grandement manquant, les éléments biographiques de Madame Benson-Rigaud. Quand j'ai travaillé sur ce faux documentaire, comme je vous l'ai dit, c'était des grosses malles qu'on m'a présentées, donc je triais les papiers. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, d'aller m'informer sur qui était cette fameuse Odette Manson. J'ai trouvé des brides par-ci, des par-là, mais en réalité, on ne sait pas bien. Et pourtant, en Haïti, il y a beaucoup de gens qui savent, puisqu'elle a vécu jusqu'en 80-81 à Bois-Moquette, Pétionville. Elle habitait du côté de Bourdon, avant. Elle était sur Bourdon avec Milo Rigaud, au-dessus de la clinique du docteur, je ne me rappelle plus comment. Donc beaucoup de gens les ont connus, il y a plein de monde. Mais cet aspect biographique n'a pas été réalisé, chose que je trouve quand même regrettable, de ne pas pouvoir se pénétrer de la personne. Alors je dois vous dire, pour terminer complètement, que dans les documents de la bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit, il y a au moins 5 documents manuscrits de Milo Rigaud concernant le drapeau national, concernant le vaudou, le haut-dent, le ceci et cela, des gros manuscrits, jamais publiés, qu'elle avait voulu publier, qui n'avaient pas pu être publiés à l'époque, mais qui sont là.
Et ça fait partie encore de notre patrimoine national. Je vous remercie de l'attention. Merci à toi. Donc, je vais passer la parole à Rose. La tâche est difficile après. Alors moi je suis ravie, et je le dis sincèrement, de vous avoir rencontré d'une part une chose, et surtout, ouais, peut-être d'abord entendu, et puis alors j'ai quand même une anecdote. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais alors je sais pas à quel moment vous avez donné la copie de ces lettres à Jamin. Il y a grosso modo une dizaine d'années, non? Moi? Ouais. Bon, parce que alors moi, il y a peut-être aussi, j'ai pas peut-être 28 ans, je sais pas. J'ai vu Jamin au bureau, au laboratoire d'ethnologie, et il me dit, sachant que je m'intéresse à ici, mais bon, pourtant, il savait que je ne savais pas sur Baudou spécifiquement, il me dit, écoute, je viens, alors, à l'époque, on vous voyait encore, écoutez, je viens d'avoir, dans mon fond, l'Éris, les gazères testamentaires de l'Éris, je viens d'avoir enfin les papiers qui traitent de l'Éris et les lettres d'Odette adressées à l'Éris, etc. Et donc il m'a dit, écoute, si tu peux en faire quelque chose, essaie, lis-les, etc. Et je me suis retrouvée avec ça dans les lettres, mais ça fait quelques années. Puis j'ai tout recopié ou quasi dans mon ordinateur. Et en fin de compte, moi aussi, je l'ai mise comme ça dans un coin de mon ordinateur, si j'ose dire. Et là, tout à l'heure, je vous écoute et en fait, je revis la scène. Et je ne savais pas du tout comment Jamin avait eu ces lettres-là, parce que bon, je n'avais pas posé la question, il n'avait pas contextualisé la chose. Et en fin de compte, c'est la lettre que j'ai. Alors je trouvais ça très drôle et je suis très contente. Mais en même temps, je suis un peu étonnée de Jamin. Je suis étonnée que sinon. Mais les risques aussi, hein, parce que quand même, les droits de l'homme et les risques et tout ça. C'est ça. C'est ça. On sait les risques, mais les risques, c'est un homme d'une grande sensibilité pour maintes et maintes raisons. On sait la place qu'il attribuait aux informateurs, qui toutefois n'était pas la même que celle qu'attribuait Métro. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais les risques avaient quand même un rapport au terrain très important, une grande sensibilité. Tout à fait. Donc c'est presque, pour qui ne connaît pas l'histoire comme vous la connaissez, je trouve que la lettre adressée, d'Odette adressée à l'Éris, elle est presque, on a envie de dire que c'est pas possible. Oui, hein? Oui. Mais si elle a pu l'écrire, c'est qu'elle l'a vécu parce que c'était une personne qui nous écoutait. Mais comment s'appelle l'article? Comment s'appelle l'article encore? L'article de Jamin, d'un Gradida. C'est l'histoire d'un malentendu, je pense. Il est là, Jamin, rendez-vous manqué avec Rendez-vous manqué. Si, c'est ça. Rendez-vous manqué avec le vaudou. Bon, ça c'est une chose, effectivement. Ouais. Rendez-vous manqué avec le vaudou. Alors, il y a aussi une chose qui peut-être contextualise davantage en termes d'histoire des idées et des méthodes en anthropologie. Vous nous avez dit quoi? Vous nous avez dit que possiblement on pourrait comparer le travail de Métro avec celui de l'Élis. Moi j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire non. Mais, parce que c'est pas les mêmes écoles de pensée. Mais une chose est sûre, c'est que à ce moment-là, 55 c'est Sotropique, la sortie de Sotropique. 58 c'est Baudou haïtien. À la même époque, il y a aussi tous les travaux de l'historien des religions Ernesto de Martino sur le tarantisme, sur justement la magie telle qu'elle se pratique en Italie du Sud. Et on voit que De Martino, cet historien gramscien par ailleurs, italien. Je ne connais pas De Martino. Ah, je connais. Ah non, je ne connais pas. Vous m'avez et alors, des références, avec une grande affinité dans l'objet, dans le choix de l'objet recherche et dans la manière de traiter les crises de possession en Italie du Sud, le tarantisme. Il est italien. Il est italien. Ernesto De Martino, qui est un communiste première catégorie, attention, mais quelqu'un qui a fait bouger les choses aussi. Et qui, alors, on a à cette époque-là, fin des années 50, début des années 60, Ernesto De Martino, Métro et Lévi-Strauss. Donc, alors Lévi-Strauss se situe un peu différemment parce que bon, c'est structuraliste, bon, c'est ça. Ok, mais on a trois penseurs là qui en fait travaillent des objets différents d'une manière similaire tout en étant différents. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand on prend les travaux d'Ernesto De Martino, qui sont beaucoup plus proches de ceux de l'Éris et de Métro, toute la crise de possession des Martino, la travail Italie du Sud et magie et la terre du remords. C'est sur la parenthèse de Tarantine. Et donc voilà, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on a tous aussi un contexte, et je ne sais pas s'il est toujours possible à l'heure actuelle, un contexte où on a fait deux grandes lignes directrices en anthropologie, le structuralisme, et puis des gens qui quand même s'intéressent aux phénomènes. Après, on a l'école paranormale en anthropologie,
mais des métros, des Lévis et des Hervé Martineau qui s'intéressent à la possession à un moment où l'anthropologie a un peu rompu avec tout ça. Les années 50. Les années 50, c'est là, ça va être, je veux dire, le structuralisme, ça va être qui va faire, ça va je comprends bien votre point. Oui, d'accord. Mais j'ai une petite réserve quand même. Bien sûr, je sais. Et du coup, c'est aussi toute la place attribuée aux informateurs, qui diffère selon qu'on est. Donc, quand j'y place attribuée aux informateurs, c'est aussi la pratique du terrain. Oui. C'est l'ethnographie. Est-ce qu'on a de l'ethnographie chez Lévi-Strauss? Je vous poserai cette question-là. Est-ce qu'on en a en fin de compte chez Véry? Est-ce qu'on en a chez Messon? Est-ce qu'on en a du coup chez Audet? Moi j'ai envie de poser. Voilà. Alors on peut répondre oui, mais comme ça se décline à chaque fois différemment, je trouve que ça nous interroge, cette pratique de terrain, à nous, à travers les travaux de ces gens-là, qui je trouve ça passionnant, foisonnant et regorgeant de d'interrogations. Super, très bien, merci. C'est pas la seule chose que je peux dire, mais je m'arrête là parce que sinon ça va être un dialogue de la table. L'importance, mais c'est pas grave, vous allez vous retrouver. L'importance de la contextualisation quand on réédite les choses, ça c'est évidemment capital. Et du coup, j'ai encore pensé à Jamin qui a édité les notes de Véry dans la Fantôme en les, comment on dit, annotant, comment on dit, annotant. Voilà, mais c'est un sacré travail. C'est un travail colossal, mais qui mériterait d'être fait. Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est nous dire, bon, on a là des témoignages, des traces, des empreintes de ces cultes qui, en fin de compte, alors, on peut revenir sur le mot employé, mais qui n'existent plus ou qui existent différemment. Ou moi, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une ethnographie à faire au regard des données que vous nous avez présentées et sur lesquelles vous avez... Non? Comment on peut résister à ça? On ne peut pas résister à ça. C'est justement c'est pourquoi en fait j'ai pas osé malheureusement présenter le titre original de ma présentation, mais c'était Base haïtienne d'une anthropologie internationale de l'engagement des premiers militants à la mollesse actuelle. On est mou, il y a une mollesse là, et puis on retourne sur le travail de nos prédécesseurs, bon, on est bien content, et hop, et puis on fait des volumes académiques, mais qui est-ce qui a fait le travail? C'est incroyable, oui, comment Odette montait le camp pour descendre à Bénin, passer 15 jours, retourner, faire un document de 50 pages, mais heure par heure, minute par minute, de comment ça se passait, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, comment elle a admiré, comment elle a participé. C'est énorme. Avec modestie, en toute modestie. L'ethnographie, c'est très fatigant. Oui, surtout quand on a passé 40 ans. Non, laisse ça pour les jeunes gens qui sont ici. Mais, non, je dis ça franchement, je trouve ça regrettable que même à la faculté d'ethnologie, et je parle avec toi, Picard particulièrement, il manque, et le travail de terrain est pris à la légère. Allez, hop, tout le monde, on monte dans un bus, on va faire une visite. C'est une visite. Hop, une sortie, on fait une sortie, on sort, tout le monde prend son sandwich, on a sa bouteille, on retourne le soir. Mais qu'est-ce qui a été fait d'ethnologie, vraiment? Qu'est-ce que l'étudiant comprenait de l'ethnologie pour pouvoir, et même quand il sera gradué et qu'il va faire un mémoire de sortie, on va voir que le travail est faible. Le travail est faible parce que, et je vais l'excuser de continuer et peut-être d'aller trop loin, mais je crois qu'il y a aussi, si je puis me permettre, un certain mépris du peuple qui existait depuis à l'époque de Maître Rigaud. Elle rigolait tout le temps des petits bourgeois dans les camions à côté d'elle. Oui, elle avait des remarques très sarcastiques, mais jusqu'aujourd'hui, ça a continué, c'est un préjugé de classe. Et ce préjugé de classe continue à la faculté. Bon, moi je pense qu'il y a au moins deux choses dans ce que vous dites. Cette question-là, il y a aussi, dans ce que vous dites, vous soulevez la question de l'enseignement. Bon, et en même temps, alors c'est peut-être spécifique à ici, mais pas seulement, parce que je veux dire, la pratique, c'est pas quelque chose qui s'apprend, on peut pas dire ça. Si. On peut pas dire ça de manière catégorique. Moi je pense que c'est aussi... Ça s'enseigne. Oui. Ça s'enseigne.
On ne sort pas anthropologue avec autant. Non, on ne sort pas anthropologue. On sache en faire du terrain, mais on ne sait pas non plus faire du terrain quand on sort dans la cour de méthodologie. Non. On sort ethnographe de la cour de méthodologie? Non, absolument pas. Ah oui, on est d'accord. Oui, on est tout à fait d'accord. Et donc du coup, moi je pense que... Mais l'engagement, la fougue, l'amour, la passion, oui, on doit l'apprendre. On doit l'apprendre à l'école. Ça, je pense qu'il y a aussi un rôle qu'on ne peut pas nier, ou tout au moins pas minimiser, c'est celui de la personne qui encadre les étudiants. Enfin, je veux dire, moi je pense que c'est... Ok, mesdames, je vais mettre de l'ordre avec les filles de la table. Donc, voilà. Voilà. Autour de la question de la transe, autour de la question de la transe, de Métro, Léris et Monsieur Martineau, j'ai eu l'occasion, et je voudrais partager ça avec vous aussi, si j'ai l'occasion, une autre occasion, un autre jour, comme je vous le disais, de participer à l'organisation du Smithsonian pour honorer ou commémorer Métro. Et c'était un homme qui a été très désolé, en fait, très triste. Il a fait son travail de façon très professionnelle. En même temps, il faisait son ethnologie. En même temps, il faisait son travail à... C'est quoi encore, hein? L'UNESCO. Oui, à l'UNESCO. Et d'ailleurs, c'est le jour même où il a pris sa retraite à l'UNESCO qu'il s'est suicidé. Je ne peux pas dire que je connaisse l'histoire de Léris, pareillement. Mais je crois, et je suis convaincue, que l'histoire d'Odette Manson-Rigaud est l'histoire d'une femme qui a délibérément choisi de faire ce qu'elle pensait devait être fait en ignorant, en passant de côté sur les titres, ceci et cela. Elle a vraiment, je dis pionnière de l'ethnographie haïtienne, l'y fait ça le tape faire. Et elle a publié aussi, c'est pas qu'elle méprisait la publication. Elle a côtoyé Ballandier, Georges Ballandier. Elle a côtoyé les plus grands. Et donc c'est un honneur de pouvoir même lire son travail et travailler sur ses ouvrages. Et j'en suis vraiment reconnaissante jusqu'à présent au père Adrien et à Max Dominique. Mais par contre, la chose qui différencie Odette, je pense, c'est cet aspect où elle était tellement engagée personnellement. Son mari était en prison pendant 10 ans. Moi, ça fait rien, elle fait son histoire. Elle continue, elle va dans les quartiers, elle va par ici, elle va par là. Et c'est certain que le traitement anthropologique en termes thématiques est faible. C'est pas là, c'est de l'ethnographie. Mais par contre, à nous le devoir. Vous avez le matériel. Allons-y. C'est-à-dire que tous ces documents-là, normalement, devraient être photocopiés. J'en ai mis beaucoup déjà au bureau d'ethnologie. Vous avez accès à ça quand vous voulez, comme vous voulez, vous allez travailler là-dedans. C'est pour le peuple haïtien qu'elle a fait ça. Nous sommes le peuple haïtien. Bon. On a pas des questions? Ouais, on a des questions. Nous allons prendre des questions. Et puis, la chose que j'ai voulu dire aussi, c'est, moi je pense que après cette présentation de Rachel, j'ai envie de dire, est-ce qu'on ne doit pas faire un projet de recherche Odette Manson-Rigaud dans le projet de recherche sur l'histoire de l'ethnologie en Haïti? Donc, est-ce qu'on ne doit pas faire un projet dans le projet? Parce qu'en même temps, là, l'idée de faire... Parce qu'en fait, ce qu'on s'est dit... ce qu'on s'est dit dans le cadre du projet, c'est qu'on s'est intéressé à la vie, à l'œuvre des ethnologues haïtiens. Voilà
une ethnologue haïtienne, une anthropologue haïtienne, on se parlait comme ça, quoi, parce que moi je pense Odette en définitive n'est pas une étrangère. Du tout, haïtienne. Donc, Par mariage. Par mariage et puis ensuite par l'adoption qu'elle a fait de ce pays, je pense qu'on doit peut-être travailler sur son œuvre, travailler sur sa vie, sur sa biographie, donc ça demande les ouvrages, ce travail initial qui a été fait en termes de catalogage, tout ça, c'est une première étape qui doit servir à un travail beaucoup plus approfondi. Donc, au fond, et moi je crois que ça aurait été bien, j'ai envie d'avancer que, est-ce que, en attendant, est-ce que la faculté d'ethnologie ne peut pas héberger ce fonds? Voilà, en attendant d'avoir, puisque la bibliothèque des Frères du Saint-Esprit ne fonctionne pas. La faculté d'ethnologie est dangereuse et ce fonds est trop important pour s'exposer au fil du feu, le caserne de Saline et que moi c'est comme non. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, mais par contre, vous pouvez héberger les photocopies, les reproductions de tous les documents. Oui, justement, moi je crois que ça aurait été bien d'avoir. Bon, de toute façon, ce qui est important, c'est que ce fonds soit disponible et qu'on puisse travailler. Parce qu'au fond, il y a plein, pour les élèves, il y a plein d'enseignements. Et moi, j'ai envie même de dire, est-ce que ce n'est pas important d'avoir, peut-être, dans les bibliothèques, un peu partout dans le monde, ce qu'on fait dans les bibliothèques, c'est qu'on donne des bourses. Pour des fonds qui ne sont pas consultés, qui ne sont pas travaillés, on donne des bourses à des étudiants, à des chercheurs pour dépouiller, pour travailler sur ces fonds. Quand un étudiant a un projet de mémoire, si un étudiant a un projet de mémoire sur Odette Melanson-Rigaud, l'étudiant a automatiquement une bourse, quoi. Donc, du coup, c'est des choses qu'on peut imaginer pour valoriser ce fonds, pour porter des gens à retravailler ce fonds, que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs qualifiés, quoi, je dirais. Donc, du coup, moi, je pense que la présentation d'Odette me stimule en termes d'idées, de projets, de plein de choses à faire autour d'Odette Melanson-Rigaud. Et du coup, je me demande s'il ne faudrait pas isoler Odette Melanson-Rigaud du projet initial qu'on avait pensé, parce qu'en fait, ce projet de recherche sur l'histoire de l'ethnologie concerne toute une pléiade de chercheurs haïtiens qu'on voulait travailler, quoi. Mais en même temps, on se demande, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant de travailler spécifiquement tout ça. Donc tout ça, c'est des questions peut-être qu'on ne va pas répondre autour de la table, mais que je soulève, quoi. Mais là, peut-être qu'on ne va pas aborder ces questions directement ici. On aura le temps de discuter de ces questions au niveau de l'équipe et au niveau là, mais en même temps, j'ai envie de donner la parole aux étudiants pour vous poser des questions. Et puis, autre chose que j'ai voulu souligner aussi, c'est j'avais il n'y a pas longtemps, j'avais un cours sur l'anthropologie contemporaine. Je discutais des problématiques sur l'anthropologie contemporaine. Je discutais même de cette question qui est en rapport avec la déontologie, l'éthique, quoi, qui est une question fondamentale dans l'anthropologie contemporaine, qui n'était pas posée pour les chercheurs au début, quoi. Et là, je vois comment avec dans cette oui, cette question-là se pose dans cette lettre d'Odette à Lewis. Voilà une question, voilà une préoccupation qui était une préoccupation fondamentale de l'anthropologie contemporaine qui était posée. Voilà, moi je pense que c'est Odette Melanson-Rigaud, je la vois déjà comme vraiment c'est comme elle est décédée en 1980, mais c'est une personne qui était en plein cœur de cette mouvance de crise de l'anthropologie, de reconstruction de l'anthropologie. Disons, c'est apparemment ça, quoi. Moi, je pense que c'est une illustration pratique du renouveau de la crise de l'anthropologie, tout ça, quoi. Je pense voilà. Du coup, ça... C'est pas oublié, l'époque, ça n'a pas de gain Internet. Ouais. Pas de gain Internet. Donc, c'est pas à la main qu'il fallait écrire à Estelle, et puis recevoir la lettre 2 semaines après, et puis écrire encore, et tout ça, c'est quelque chose. Donc, du coup, tout l'intérêt de ce fonds,
tout l'intérêt du travail à faire sur ce fond. Donc là, je laisse la parole aux étudiants pour voir qu'est-ce que ça provoque chez eux. Alors, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est concernant un livre publié par Milo Rigaud, et il s'appelle La tradition de l'Obodo haïtien. L'édition originale, si j'ai pas mémoire, c'est l'édition de Claude 1975. Dans l'édition originale, on met la tradition de l'Obodo haïtien, c'est un mystère sa magie, mais c'est écrit en collaboration avec 2000 Rigaud avec mon Rigaud. Mais si on suit les republications de Frodin, de production de 2004, il s'est tenu en 2004, chez Bourguignon, et 2012, il n'apparaît maintenant que le nom de Milo Rigaud seulement. Le nom d'Odette et son Rigaud a disparu. Tandis que dans l'édition originale, de 1975, que moi, c'est le premier livre que j'ai lu sur le Boudou, c'était à la bibliothèque de l'EA, pour la société Marie-Fond de l'enfant. Je savais que ce livre avait deux auteurs, c'était Milo Rigaud et Odette et son Rigaud. Or, les dernières publications sont sur le nom seulement de Milo Rigaud. Le nom de Odette a disparu. Ça, c'est tout premier roman. Donc, le deuxième roman que je voudrais faire, et je me demande dans quelle mesure on pourrait, je sais que elle n'a peut-être pas été sur des travaux de manière aussi approfondie, mais tant que celle de Odette Monérois et Odette Mélisson, Rigaud, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aborder, à prendre en considération les travaux effectués par les candidats de l'État, mais pour l'État qui est mort le samedi 29 décembre 2012 et dont me le mardi 29 janvier 2013, moi que moi, parce que l'État était une amie, donc elle m'a confié que pour rédiger, pour élaborer la légende des rois du haïtien, il lui a fallu des temps. Elle a été dans les cérémonies, elle a attendu que les gens soient procédés. Alors nous sommes dans le cas de Selma et qu'elle a posé des questions, elle a invité les rois à raconter eux-mêmes leur vie, à narrer eux-mêmes leur vie. Donc je me demande de quelle mesure on pourrait comparer les cas de l'État à ceux de l'État, parce qu'elle inspire, comme je le disais, parce que dans le groupe d'étudiants que je suis le coordonnateur général, autorité de services socioculturels et étudiants de la faculté de technologie, nous avons marqué ici le 29 le mardi 29 janvier, une journée en année de l'État, accompagnée d'une poterie où, dans le dernier était là, il m'a pas pu venir parce qu'il était malade, mais Gaëtan Mito qui a écrit un texte en mémoire de l'État, appelé Hommage posthume de l'État, publié le 30 décembre 2012 dans le Nouvelliste. On disait que justement que l'État, si je comprends bien, comme vous connaissez les Rigaud, n'est ni sociologue ni anthropologue, ce soit pas des personnes qui ont étudié la sociologie ou l'anthropologie dès que nous avons la possibilité de le faire. Mais ces gens-là ont réalisé, ces deux femmes, ces deux importantes autorités, si vous me permettez l'expression, ont réalisé des travaux à valeur ethnographique que je pense qui est très inintérêt. Et si je mets l'accent sur la légende des lois, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Les travaux qu'elle a effectués sur les preuves populaires et pour le tome 1, tome 2, les travaux que l'État a effectués sur les comptes déjà des sociétés de stomatome, tome 2, les travaux qu'elle a effectués sur les gouverneurs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à, comme nous fixons l'attention sur les rencontres et pour des élections de niveau des pays de fixer aussi l'attention sur les cas de l'État. C'est très intéressant ce que tu dis là, et parce que, à mon avis, il y a aussi un angle qu'on aurait pu avoir, quoique je pense que l'État et Odette Mélisson-Rigaud, c'est deux personnes très, très, très différentes, leurs inspirations sont différentes, mais ça ne fait rien, parce qu'en fait, il y a aussi une problématique féministe. C'est-à-dire que réellement, la femme est occultée dans cette affaire-là. C'est l'homme qui paraît, qui ceci, qui cela, et la femme, elle travaille sous la table, pour ainsi dire.
Et je pense que ça vaut la peine d'être souligné aussi. Il y a un angle qu'on aurait pu aborder ainsi. Il y a d'autres commentaires? Je vous remercie pour votre préparation, et il y a quelque chose que vous avez dit qui m'intéresse. Et vous avez parlé de disparition de certains mythes. Et vous avez cité, vous avez donné quelques exemples. Mais est-ce que parallèlement à la disparition, il n'y a pas d'autres mythes qui n'ont pas ces mythes qui sont en train de disparaître? C'est très difficile de vous répondre. À mon avis, et attention, rythme n'est pas rythme. Il y a rythme et rythme. Rythme tambour, un rythme de tambour. Un rythme, c'est un ensemble qui comporte des rythmes de tambour, des chants, des divinités, etc. C'est un rythme. Rythme Radha, rythme Petro, rythme Congo, rythme Ibo, rythme Kablaou. Donc tout ça, c'est des rythmes. Je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il y ait apparition de nouveaux rythmes. Mais je sais qu'il y a affaiblissement, pour ne pas dire disparition, de certains rythmes. Les doigts, aller chercher à savoir ça ou ça peut peut-être exister très loin. Mais une cérémonie à Gassou, j'ai pas vu ça depuis que j'étais gamine. Et je ne connais pas, on m'a pas rapporté non plus. Donc, oui, c'est grave, mais en même temps, pour retourner sur ce que tu disais là tout à l'heure, toi, il y a la différence aussi, en parlant du féminisme, la différence des éditions. Mais je pense que les dernières éditions dont vous parlez, c'est en fait des éditions haïtiennes chez Fardin, pas vrai? Et Fardin fait ce qu'il veut. Chez Fardin fait ce qu'il veut. Mais de toute façon, à l'intérieur de l'ouvrage, Noël Vaudou en Haïti, c'est bien marqué, Odette Nelson-Rigaud. Donc voilà, c'est sans droit d'auteur ni quoi que ce soit. Ça c'est grave aussi. Moi j'ai une question, alors peut-être plus biographique, mais alors, Odette n'a jamais enseigné. Non, pas la Je demandais si Odette avait enseigné. Pas la connaissance. Donc institutionnellement, elle n'avait aucun rattachement, elle avait complètement... Autre chose. Mais institutionnellement, elle était la mère de la faculté du bureau d'écologie. Ouais. Mais Elle a fait des... Alors comment... Elle est artiste poète. Et elle a tellement passé de temps sur le terrain, elle était reconnue et tout le monde savait que voilà. Mais comment, là, il y a quelque chose qui n'a pas été dit à propos de comment est-ce que comment ça est parvenu au père de l'instruction et au père du Saint-Esprit? Est-ce que c'est des parents? C'est spiritain. Oui. Et l'ironie profonde dans cette affaire, c'est que qui est-ce qui a dirigé la campagne des rejetés? C'était les spiritains. C'était eux qui étaient à la tête de la campagne des rejetés. Et c'est chez eux qu'a atterri cette documentation monumentale sur le monde. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je sais. Ce que je sais, c'est que Milo et Odette Nelson-Rigaud, ils n'avaient pas eu d'enfants. Et donc, je crois que c'est leur cousin. Tu pourrais m'aider à résoudre cette histoire. C'est Marcel Dauphin. Dauphin est professeur à Dauphin. Dauphin, D-A-U-P-H-I-N. Il n'est pas professeur à Montréal? Oui, ça c'est Claude Dauphin. Ah, Claude. Il y a Marcel Dauphin, il y a Claude Dauphin, il y a Monique Dauphin, et tous ces gens évoluent autour de Montréal. J'ai jamais pu vraiment établir contact avec eux. Mais je sais que c'est Dauphin qui avait apporté la malle et qui a donné la malle et qui était autorisé à donner la malle. Peut-être je vais en parler à Claude. J'ai des contacts. J'ai rencontré Claude à Montréal.
Non, j'ai toujours ça en tête, mais on a toujours tellement de projets que finalement, bon, ça passe sur le côté, tout ça. Ouais. Alors, j'ai une question Le prénom de l'autre dauphin, c'est Marcel. Les objets. Des objets. Ah non, Est-ce qu'on a des objets à côté des notes? C'est-à-dire que leur maison était vide. Ah non, je n'ai pas été chez eux. Moi, il m'a été donné d'analyser le contenu. Mais personne n'a jamais cherché à faire ça. J'ai pas eu l'occasion de travailler sur l'angle biographique. Non, ça me manque énormément. C'est absolument certain. Et d'ailleurs, cette semaine, je paniquais parce que je me disais que j'aurais aimé le faire, mais je n'ai pas eu cette occasion. En plus, ça donnerait un nouvel éclairage à peut-être certaines notations. Les amis, il y en a qui sont fort vivants, ils sont écrits, il y a des lettres d'elle, à tel qui est encore vivant. Non, cet angle-là n'a pas été exploré. C'est toi qui éclates ta crête comme ça. Non. Il y a plus de questions. Il n'y a pas d'autres questions? Ok. Eh bien, pour ceux qui veulent regarder un petit peu les photos, les illustrations, je les mets là. Tu nous donnes rendez-vous quel jour alors Et la prochaine intervention, c'est l'intervention de Dimitri Béchac. Dimitri Béchac, c'est un anthropologue qui a déjà participé au colloque sur l'ethnologie et qui a déjà fait un séminaire à la faculté d'ethnologie. Donc il va venir vers le 22 février, je crois. Et puis, oui, hein? C'est loin? Non, le prochain rendez-vous c'est le 22 février. 22 février. Donc on garde 3 heures. Et puis moi je pense que toute cette intervention sur Odette Mélenchon-Rigaud vous a sans doute inspiré. Probablement je vais avoir des projets, des travaux sur Odette. Bientôt des textes. Peut-être des thèses. Oui. On veut des thèses. D'accord. Tout ça, c'est dans la... Merci de votre participation.